Donc, j'ai soumis une habilitation à diriger des recherches sur la thématique des échanges sol-plante-atmosphère, avec l'idée d'avoir un déploiement, de présenter le déploiement de l'approche résistive pour la modélisation, pour l'étude des processus et la mesure des échanges d'ammoniac, d'ozone et de pesticides. Alors, cette recherche s'est réalisée au sein de l'UMR Eco6, qui est un laboratoire INRA AgroParisTech, et je suis dans le cadre de l'enseignement et de la recherche au sein d'AgroParisTech, dans l'UFR-PERB, qui traite de la physique de l'environnement et des régulations biologiques des échanges. Alors, je vais d'abord commencer par définir les mots du titre. C'est très curieux de faire ça, mais en une dizaine de minutes, finalement, je vais faire un focus sur les mots du titre, ce qui me paraissait important. Alors, quand je parle d'échanges sol-plante-atmosphère, dans la majorité de mon discours, je vais d'abord m'intéresser au processus à l'échelle de la parcelle. Et puis, pour moi, les échanges sol-plante-atmosphère sont à considérer selon 4 compartiments. Un compartiment air, un compartiment végétation, un compartiment sol et le compartiment qui fait la jonction entre les deux, la feuille et le sol, et la partie atmosphérique un peu plus haute que le couvert en lui-même. Évidemment, quand je m'intéresse aux échanges, alors les échanges de quoi? Je me suis intéressé aux échanges d'énergie, aux échanges d'eau et aux échanges de composés gazeux avec la dimension pollution atmosphérique, évidemment. Et si j'utilise le mot échange, c'est parce que, en particulier à propos des composés gazeux, il peut y avoir une émission ou il peut y avoir un dépôt. Alors, comment est-ce qu'on représente la feuille? Et c'est le focus qui a été un peu plus particulier à l'occasion de mes presque 20 ans de recherche sur ce domaine en lien avec la pollution atmosphérique. Alors, la feuille est composée, là il y a un zoom de la feuille est composée de cellules, lesquelles cellules sont entourées d'eau. Cette eau est appelée le liquide apoplasmique. Et la feuille, pareil, le deuxième élément, donc voilà une coupe de feuilles, une coupe transversale de feuilles, avec l'eau qui est autour des cellules. Et l'échange va se faire par le biais de ce qui peut se passer au niveau de la cuticule, mais également à travers l'intérieur de la plante, et c'est à travers les deux stomates que les échanges gazeux vont pouvoir se réaliser au sein d'une plante. Donc, vous voyez une coupe de feuilles avec la cavité sous-stomatique et on considère que l'intérieur de la cavité sous-stomatique est composé d'un volume gazeux, en équilibre avec l'eau présente dans la feuille. Alors, avec cette représentation du fonctionnement d'une feuille et des échanges qu'il peut y avoir avec l'atmosphère, en fait, l'idée a été d'utiliser une approche la plus physique possible qui se fonde sur le principe de la loi de Fick, qui dit que les flux échangés entre chacun des compartiments, donc la surface de feuille, la surface du sol, l'air du couvert et l'air, les flux sont liés par le différentiel, par un différentiel entre chacun des compartiments et une résistance divisée par une résistance entre les deux. Donc c'est ce qui est écrit ici, le flux sont dépendants d'un différentiel divisé par une résistance. Alors, on peut développer, à partir de cette loi de Fick, on peut développer les échanges entre chacun des 4 compartiments. Et finalement, l'ensemble du dispositif que je vous ai présenté, les 4 compartiments, peuvent être représentés finalement par un schéma électrique où il est important d'avoir une connaissance de chacune des bornes du schéma électrique. Donc, les bornes du schéma électrique sont celles qui sont représentées sur le schéma, près du sol, au niveau de la cavité sous-stomatique, sur la cuticule et dans l'atmosphère. Et le différentiel entre chacun des compartiments va permettre, comme dans un schéma électrique, de décrire quel est le transfert qui est présent entre chacune des bornes, comme ça peut se faire dans un schéma électrique. Voilà. Alors, l'animation, pas l'animation, la suite, pardon. Voilà. Donc, avec
une approche de type résistive, on peut répondre à des questions relatives à la quantification des flux entre chacune des bornes. On peut déterminer les grandeurs d'équilibre au niveau de chacune des bornes. Alors, la grandeur d'équilibre sont les températures au niveau des surfaces, c'est l'état hydrique de chacune des surfaces ou les concentrations au niveau de chacune des surfaces et à l'intérieur de l'air du couvert. Et le troisième point de cette diapo, c'est qu'à l'aide d'un schéma résistif, une fois qu'on a réussi à déterminer les flux ou les grandeurs d'équilibre, on peut consolider les déterminants des échanges et quantifier les échanges qui sont présents au sein de ce schéma-là. Alors, pour terminer un peu la présentation des mots du titre, dans le titre, il y a les mots ammoniac, ozone et pesticides. Les deux premiers ici, ammoniac et pesticides, sont des gaz qui sont émis très majoritairement par le secteur agricole et qui ont des impacts sur l'environnement. Le troisième des gaz, qui est l'ozone, est lui plutôt un gaz qui se dépose sur les surfaces et qui a des impacts plutôt sur les productions. Alors, un exemple des impacts, et je fais un petit focus sur les impacts dans le secteur agricole. Alors, c'est une diapo qui est issue de synthèse de l'équipe. Je ne vais simplement expliquer que 2-3 éléments. Par exemple, concernant les impacts de l'ammoniac sur l'environnement, les impacts relativement bien connus sont les problèmes d'eutrophisation des écosystèmes aquatiques ou la perte de biodiversité végétale. Mais bien évidemment, il y a d'autres impacts dans l'environnement. Concernant les produits phytosanitaires, que moi j'appellerais pesticides, les impacts relativement bien connus sur la santé humaine qui sont dans les médias, dans le domaine de l'environnement, par exemple, ça touche plutôt les diminutions de la richesse spécifique des espèces pollinisatrices. Concernant l'ozone, pareil, c'est une diapo que j'ai récupérée d'un de mes collègues. On sait que concernant l'impact de l'ozone, on entend beaucoup parler des pics d'ozone et des impacts que ça a sur la santé, mais dans le domaine de l'environnement et pour notre science qu'on a développée avec OSIS, il s'agissait d'avoir des informations à partir des pics d'ozone présents dans l'atmosphère, d'avoir une idée des impacts sur les capacités de production des grandes cultures. Typiquement, l'ordre de grandeur des impacts de l'ozone peuvent atteindre, dans des cas particuliers, des pertes de l'ordre de 20%. On est plutôt dans la réalité autour de 10% en général. Alors, pour terminer cette brève introduction, je vais positionner mon travail à l'intérieur de la problématique qui m'a intéressé tout au long de ces 20 ans, et c'est ce sur quoi j'ai cherché à évoluer à partir de mon recrutement. D'abord, je me suis réorienté dans le domaine des pollutions atmosphériques avec l'idée d'avoir une contribution aux 3 enjeux scientifiques où les interactions biosphère-atmosphère sont prégnants et où on est vraiment interpellé. Donc, c'est les questions de dérèglement climatique, les questions de santé humaine et de production alimentaire en travaillant à l'INRA et de préservation de la biodiversité. Alors, bien que mon travail se soit situé à l'échelle de la parcelle, je vais essayer de vous expliquer en quoi ce travail à l'échelle de la parcelle permet d'essayer de répondre à quelques éléments relatifs à ces trois grands enjeux scientifiques. Alors, là, ma présentation va être décomposée en 3 parties. Une première partie qui continue d'expliquer le positionnement de mon travail. Ensuite, une deuxième partie qui est la partie en bleu, qui va décrire mon activité de recherche déjà faite, disons. Et une dernière partie qui concerne les perspectives, qui sont en partie engagées. Et si j'ai le temps, en fonction du temps, peut-être que j'aborderai les conclusions et les collaborations à envisager. Alors, cette présentation, mon objectif est de faire comprendre la démarche d'ensemble et non pas de rentrer dans le détail de tel ou tel article. C'est également, en ayant cette approche-là, je vais essayer de rendre intelligible ma présentation, pas exclusivement aux personnes qui ont lu le rapport, mais également à l'auditoire qui peut être en visio ou en présentiel directement. Et en conséquence, c'est un choix, j'ai choisi de ne présenter que les résultats de modélisation
est plutôt d'expliquer l'origine de la conception du modèle surface. Alors, pour bien comprendre le focus que j'ai essayé d'entreprendre dans le domaine des pollutions atmosphériques. Alors, comprendre la complexité de travailler dans le domaine des échanges biosphère-atmosphère avec un focus sur les pollutions atmosphériques, en se disant que travailler dans le domaine de la pollution atmosphérique, c'est aussi s'impliquer dans les questions de pollution atmosphérique à l'échelle régionale. Vous avez une illustration, pareil, issue de collègues qui sont dans la salle, comme toutes d'ailleurs les diapos qui sont présentes ici. Vous voyez que travailler dans le domaine de la pollution atmosphérique à l'échelle régionale, c'est avoir une situation très complexe en premier lieu parce que le paysage est composé d'une mosaïque particulièrement hétérogène. Le deuxième niveau de complexité relève du fait que sur cette diapo, vous voyez plusieurs gaz ou composés présents dans l'atmosphère et qui vont contribuer aux pollutions atmosphériques. Et les deux derniers éléments qui continuent de complexifier la question de travailler dans le domaine des pollutions atmosphériques, c'est que selon les composés, il peut y avoir du dépôt, ou il peut y avoir de l'émission, ou les deux à la fois, selon la situation qu'on étudie. Donc, comment on fait pour résoudre un problème trop complexe? Alors, la première étape est de décomposer le système. Donc, si vous voyez la diapo précédente, ça c'est à peu près la réalité. Et ça, c'est la façon dont les scientifiques essayent de résoudre un problème complexe. En tout cas, donc, moi, j'ai une vision d'essayer de trouver des solutions aux problèmes complexes. La première chose, c'est de décomposer le système en unités homogènes, sans perdre les processus majeurs d'interaction entre la biosphère et l'atmosphère. Et c'est très important d'avoir ça en tête. C'est qu'on peut simplifier, mais sans perdre les processus majeurs d'interaction. Et donc, avec cette approche, et c'est pour ça que j'ai travaillé d'abord à l'échelle de la parcelle, c'est parce que, et la présentation l'a mis au tout début, je travaille à l'échelle de la parcelle, c'est même un des premiers éléments que j'ai précisé dans la description de mon manuscrit. L'autre élément, pour travailler et ne pas oublier de processus majeurs, le fil conducteur a été de distinguer les compartiments sol des compartiments plante, puisqu'évidemment, une plante fonctionne différemment d'un sol. Et le troisième élément qui a traversé mon parcours d'activité de recherche et qui a du coup permis de concevoir le modèle surface dont je vais parler largement dans les 20 minutes, 30 minutes qui restent, c'est d'avoir un schéma généralisable ou adaptable à plusieurs gaz, plusieurs types de gaz. Et le dernier élément que je tiens à présenter, c'est l'intérêt et l'importance de coupler les questions d'eau, les questions d'énergie et les questions de polluants tout en même temps. C'est-à-dire le couplage est apparu comme un élément particulièrement important pour travailler dans le domaine des pollutions atmosphériques. Alors, je vais préciser en une diapo la raison de ce dernier élément, avec l'illustration de ce qui se passe en termes d'échange d'échange d'ammoniac entre l'intérieur d'une plante et l'extérieur. Alors, ça n'est qu'un détail, mais quand on s'intéresse aux échanges de ce qui se passe entre l'intérieur de la plante et l'extérieur de la plante, pour l'ammoniac, alors ici l'ammoniac est représenté par les deux ronds noirs, on s'intéresse au différentiel que j'ai dit, entre ce qui se passe à l'intérieur de la plante, donc l'ammoniac gazeux à l'intérieur de la plante et l'ammoniac gazeux à l'extérieur de la plante. Et il se trouve que cet ammoniac gazeux à l'intérieur de la plante est en interaction avec le liquide apoplasmique de la plante. Et donc, ces équilibres entre la phase gazeuse et la phase aqueuse de l'ammoniac dépendent d'un équilibre de solubilité. Lequel équilibre de solubilité est température dépendante? Donc, c'est l'animation. La concentration ici à l'intérieur de la plante est dépendante de la température. Ça justifie l'intérêt d'avoir une approche qui permet de connaître la température de la feuille, de sorte que cette concentration puisse être déterminée ou puisse être sensible à la température de la feuille elle-même.
Alors, j'en ai presque terminé avec la partie introductive qui permet d'expliquer le travail dans mon ensemble. Donc, le fil conducteur de mon activité, ça a été d'avoir des développements d'outils robustes, mécanistes et presque tout le temps avec l'idée d'avoir une approche simple. Le choix de travailler avec une approche résistive plutôt qu'avoir des approches de mécanique des fluides et de pouvoir expliquer les phénomènes de manière la plus simple possible, en particulier aux étudiants ou dans le domaine de l'ingénierie. Le deuxième élément du fil conducteur, c'est d'investiguer les processus d'échange, donc de comprendre quand il y a des choses qu'on ne comprenait pas, d'investiguer pourquoi est-ce qu'on ne comprenait pas bien les choses et les modèles ou les mesures permettent de faire ça. Et enfin, d'établir des bilans de composés échangés entre le fonctionnement entre la biosphère et l'atmosphère. Alors, si l'on revient sur une des diapos, qui est la colonne vertébrale avec ces quatre éléments-là. Ces quatre éléments-là ont en fait été le cahier des charges de la conception du modèle Surfatma. Donc, en combinant ces quatre éléments du cahier des charges, je vais vous expliquer l'origine de la conception, l'origine, en tout cas les processus qui m'ont permis de créer le modèle Surfatma. Alors, le point de départ, c'était d'abord d'avoir ces fameux quatre compartiments dont j'ai parlé. Deuxième hypothèse de départ, c'est qu'à partir d'un schéma où on distinguait l'air du couvert, la surface de feuille et la surface de sol, le schéma utilisé pour les polluants est transposable aux autres éléments à laquelle on s'intéresse. Donc, on a besoin d'avoir une approche j'ai ressenti le besoin d'avoir une approche qui utilisait le même schéma générique pour les polluants. Et si on fait donc la transposition de ce schéma générique a été de dire que sur chacun des points du schéma de Surfatma, la concentration dans l'air, la concentration dans la plante et la concentration dans le sol, eh bien, ce sont les éléments déterminants du schéma générique permettant de décrire les polluants. Le deuxième élément important que j'ai précisé tout à l'heure, c'est que ces concentrations dans la plante et dans le sol sont température dépendantes, comme je viens de le préciser précédemment. Avec cette idée-là et la similarité que j'ai précisée précédemment, on a eu le besoin, quand on n'a pas de mesure de température des surfaces, de calculer les températures au niveau à laquelle on a besoin de s'intéresser pour connaître les concentrations. Et pour connaître les températures, alors dans la salle, beaucoup de gens le savent, mais peut-être que dans l'auditoire, en particulier en visio, tout le monde ne le sait pas. Pour connaître les températures de chacune des surfaces, la température de feuille, la température du sol, que ce soit en surface ou un peu plus en profondeur, pour connaître ces températures, on a besoin de connaître, d'établir un bilan d'énergie des surfaces pour savoir quelle va être, parce que ces températures sont dépendantes du bilan d'énergie de la surface. Donc, ce schéma représentatif de ce qui se passe à l'échelle pour les polluants, en fait, est transposé et est similaire pour le flux de chaleur latente, et c'est évidemment dépendant du rayonnement disponible sur la surface. Le schéma de droite, ici, vise à établir les flux de polluants entre chacun des compartiments, tandis que les deux schémas de gauche permettent d'établir les températures qui permettent d'accéder aux concentrations ici et aux concentrations sur les feuilles et sur le sol. Ça, c'est ce qui a expliqué l'origine et le couplage entre les pollutions atmosphériques et le bilan d'énergie. Un résumé simple du modèle Surfatma. Le modèle Surfatma a comme donnée d'entrée les forçages météorologiques, une description relativement simple du fonctionnement de la plante, notamment à travers sa structure, donc son LAI et sa hauteur, mais également avec les paramètres qui expliquent la régulation des stomates en fonction de différents paramètres, dont l'état hydrique du sol, et des paramètres du sol, pareil, relativement simples, tels que la conductivité thermique du sol.
Et les sorties du modèle, je rentrerai dans le détail de ce qui est relatif à la paramétrisation des données dans la diapo suivante. Les sorties du modèle sont les flux d'énergie, les flux de gaz et les variables d'équilibre au niveau de chacun des points du compartiment. Alors, cette diapo est compliquée, je ne vais pas passer en détail l'ensemble des éléments. Je vais simplement expliquer que parmi les données d'entrée, il y a les données de forçage météorologique qui incluent la concentration dans l'air. C'est une nécessité d'avoir la concentration dans l'air comme une donnée d'entrée. Et concernant la paramétrisation des données sur les polluants, à propos de l'ammoniac, un des éléments très importants en données d'entrée est de connaître le potentiel d'émission du sol et de la plante, que je vais préciser tout à l'heure. Concernant les pesticides, évidemment, on a besoin de connaître autant que possible les caractéristiques physico-chimiques du produit utilisé, la typologie du produit et les caractéristiques de l'adjuvant. Dernier élément concernant les pesticides, évidemment, la quantité de produits de pesticides appliqués. Concernant l'ozone, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on intègre une paramétrisation du dépôt en fonction des températures des surfaces, sol et végétation, température et de l'état hydrique de chacune des surfaces. Alors, il y a des éléments qui manquent dans ma présentation, mais ce n'est pas grave, je pense que… Alors, je vais… On ne retourne pas… Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a des… Je revenais sur le plan, normalement. Et sur le plan, on passait à comment, maintenant que je vous expliquais les lignes générales de la conception du modèle sur FATM, c'était comment est-ce qu'on s'adapte à des polluants variés, donc ammoniac, ozone ou pesticides. Alors, je prends l'exemple de l'ammoniac sur lesquels on a quand même beaucoup d'éléments connus et les fondamentaux physico-chimiques sont relativement bien établis entre l'ammoniac et les interfaces plantes, sol et en particulier eau. Donc, je reviens sur le schéma précédent, sur lesquels on sait que l'ammoniac est en contact avec l'eau et à partir d'éléments relativement bien connus, l'adaptation du modèle sur FATM pour l'ammoniac se fait à partir d'équilibres physico-chimiques connus du type les équilibres acido-basiques où l'on connaît la dépendance au pH et la dépendance à la température. Et donc ça, c'est cet équilibre-là entre l'ammonium et l'ammoniac aqueux. Et puis, pareil, c'est des choses relativement bien établies, l'équilibre entre une phase aqueuse d'un composé et une phase gazeuse de composé. C'est établi par la loi de Henry, et on sait que la loi de Henry est température dépendante, comme je l'ai dit précédemment. Alors ça, donc l'adaptation du modèle sur FATM, quand on connaît bien les gaz, et qu'on a des équations qui permettent de les décrire, ça permet, d'établir une équation un peu complexe, mais d'une certaine façon, elle est complexe, mais elle permet d'aboutir à la concentration dans la cavité sous-stomatique à partir de la température de la surface, ici, et d'une concentration du pH du milieu à laquelle on s'intéresse et de la concentration en ammonium qui est parfois mesurable, quand je dis parfois, qui est mesurable quand on sait faire les extractions de ce qui se passe dans une plante. Alors, je vais revenir juste pour vous expliquer comment est-ce que ça marche en 2 minutes. Donc, pour expliquer le transfert entre l'ammoniac atmosphérique et l'ammoniac gazeux à l'intérieur de la plante, à partir d'une équation de la sorte, le modèle de bilan d'énergie permet d'accéder, alors l'animation, donc les gens en visio ne voient pas, c'est pas, tant pis pour eux. On a accès à la température à partir du bilan d'énergie. Et puis, on a besoin de connaître le rapport entre la concentration en UH+, et la concentration en U ammonium. Alors, soit on a la possibilité de réaliser des mesures,
Et tant mieux. Alors, c'est quelque chose de pas très facile de faire des mesures à l'intérieur d'une plante ou à l'intérieur de l'eau du sol, mais ça peut se faire. Si ce n'est pas le cas, il existe des modélisations qui permettent d'obtenir ce que l'on appelle le potentiel d'émission. Donc, il y a des modèles, pareil, qui sont travaillés en partie, pas que, mais qui sont travaillés en partie dans l'UMR, qui permettent de décrire le potentiel d'émission pour l'ammoniac. Lequel potentiel d'émission permet, à partir de cette équation, de connaître la concentration en ammonium dans la cavité cystomatique. Deuxième solution, ou deuxième cas, on veut adapter le modèle SURFATM à des composés pour lesquels il y a un niveau de connaissance relativement faible. C'est le cas des pesticides. Donc, l'adaptation des pesticides, dans le cas du modèle SURFATM, ne va pas se faire par le biais d'équations bien connues d'équilibre entre l'ammoniac gazeux, l'ammoniac aqueux et les équilibres qu'il peut y avoir dans le milieu aqueux. Mais on a réalisé, au travers de mon travail, et en particulier grâce à un certain nombre de personnes aussi dans la salle, on a réalisé des expérimentations pour essayer de déterminer le devenir des produits. Alors, les expérimentations en conditions contrôlées ont permis de déterminer le devenir et la dynamique du produit à l'intérieur d'une feuille. Alors ça, c'est un schéma repris d'une doctorante où l'on a déterminé à l'aide de molécules marquées l'évolution du produit sur la cuticule à l'intérieur de la plante et celui qui pouvait rester à la surface de la plante. Donc, à l'aide de molécules marquées, on a établi les paramètres clés pour les cinétiques de pénétration dans les feuilles et les cinétiques de photodégradation, etc. Alors, je termine sur cet élément d'adaptation. Donc, quand on n'a pas les moyens d'avoir des bases suffisamment connues, on est passé par des expérimentations pour avoir l'information permettant de connaître les paramètres physico-chimiques clés, permettant de déterminer la concentration sur les surfaces à laquelle on s'intéresse. Alors voilà, l'animation, le point d'interrogation n'apparaît pas comme prévu, ça a marché toute la matinée. Donc maintenant, on passe aux résultats. Alors, je vais faire un petit faux. Quelle heure il est? C'est bon. C'est bon, c'est à moitié bon. Je vais terminer dans mon point d'interrogation la partie des choses déjà bien établies. Donc, en remerciement d'une collègue qui est venue des États-Unis, Nebil Ali-Chieb, je vais présenter des résultats en lien avec les échanges de pesticides. Allez, si j'ai le temps, je parlerai peut-être rapidement des éléments relatifs à l'ammoniac. Donc, sur les pesticides, à partir de paramètres physico-chimiques qu'on a établis par expérimentation, on a produit la simulation a donné la dynamique du flux d'ammoniac modélisé par le modèle SURFATM-pesticide pour de la phénpropidine. Et puis, comparé aux mesures, on n'a pas toujours trouvé, avec les caractéristiques des physico-chimiques du produit pur, on n'a pas toujours trouvé une bonne correspondance entre la mesure et les résultats de simulation. Alors, on a eu la bonne idée, en tout cas grâce à ma collègue Carole, et puis Bila qui est encore là, qui est ici, on a eu la bonne idée aussi de déterminer les effets des adjuvants, donc la formulation, puisque ce que je vous montre, c'est les caractéristiques du produit pur. Alors, en introduisant les effets de la formulation qui ont été étudiés un peu par le même biais, à partir d'expérimentations en conditions contrôlées, on a pu expliquer que la formulation avait des effets sur les paramètres physico-chimiques
directement du produit de la matière active. On a pu améliorer sensiblement les résultats et même proposer une sorte de classification, en tout cas une relation entre le type de molécule, le type d'adjuvant et la correction que cela propose par rapport à la matière active. Donc là, vous avez le résultat de l'introduction. Donc là, je vous montre l'animation un peu. Alors, c'est une qui marche. Quand on n'introduit pas l'effet de la formulation, notre simulation est 10 fois plus grande. Et quand on introduit la correction de la formulation sur les paramètres physico-chimiques, pas une correction du flux de manière paramétrée, on introduit les corrections de la formulation sur les paramètres physico-chimiques, finalement, on commence à s'approcher des mesures. On n'est plus qu'à un doublement entre le modèle et les mesures, ce qui est quand même assez bien pour les échanges de pesticides, vu le niveau de difficulté de mesure. Alors, pour gagner du temps, je ne vais pas expliquer cette partie-là. Je dis que quand on n'a pas la possibilité d'expliquer le détail, on peut simplement utiliser le modèle pour établir des bilans. Donc, c'est simplement une diapo qui va me faire gagner 1 ou 2 minutes. Imaginez que vous revenez avec le point d'interrogation et qu'on passe dans la partie verte, donc dans la presque dernière partie de la présentation. Alors, dans notre jargon scientifique, qui travaillons sur les échanges biosphère-atmosphère, on conçoit souvent la biosphère comme une unité homogène. C'est un couvert végétal composé d'un sol, et c'est ce que je vous ai expliqué depuis le début. Étudier la pollution atmosphérique à l'échelle régionale, c'est aussi intégrer les surfaces artificialisées, selon moi. Et à travers ça, l'expertise apportée sur la végétation que j'ai pu développer permet d'aborder les questions de végétalisation en ville. Et à travers ces questions, on peut, à travers cette expertise dans le domaine des échanges de la végétation avec l'atmosphère, on peut désormais, quand je dis désormais, c'est ce que j'ai engagé, s'intéresser à l'effet du verdissement à l'échelle des quartiers. Et il y a une thèse qui est en cours sur ce sujet-là, qui est même en train de se terminer dans 15 jours ou 3 semaines, elle devrait soutenir. Mais on peut également travailler sur le domaine du verdissement à l'échelle de la ville si on élargit la question et qu'on dépasse l'échelle du quartier. Donc, tout le bloc orange regroupe les effets de la végétalisation dans le domaine des enjeux de l'organisation du territoire. Mais évidemment, si l'on sait bien expliquer ce qui se passe à l'intérieur d'une ville, on va pouvoir aborder des questions qui vont toucher plus l'environnement en s'intéressant aux effets de ce qui se passe, à l'impact de ce qui se passe en termes de verdissement directement sur le climat et la qualité de l'air des zones périphériques de la ville. Et si l'on intègre les deux derniers blocs, si l'on intègre des scénarios de végétalisation, d'énergétique du bâti ou d'étalement urbain, on va pouvoir s'intéresser à des évolutions de plus grande ampleur qui touchent plutôt les enjeux de dérèglement climatique et de changements globaux. Alors, je vous ai expliqué simplement cette partie-là. Surfatm ne s'intéresse finalement, pour l'instant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était même le titre, on ne s'est intéressé qu'à la partie microclimatique et polluant à l'échelle d'une unité homogène, positionnée en milieu rural, même si on a travaillé avec le modèle Surfatm sur des forêts. L'orientation engagée est donc désormais plus large et elle vise à mieux comprendre la pollution atmosphérique à l'échelle régionale. Et c'est un peu mon objectif dans les 10 années à venir, c'est de m'intégrer dans les questions de pollution atmosphérique à l'échelle régionale. Pour ce faire, 2 axes sont développés. L'un reste à l'échelle de la parcelle, en particulier
pour dépasser les questions d'échange avec les grandes cultures ou avec les forêts, mais l'idée, en tout cas l'objectif est de s'intéresser à des milieux plus exotiques, que je vais préciser, qui vont être les rizières ou les mangroves ou les marais salants. Mais également, à travers cet axe-là, on va répondre aux problématiques de pollution atmosphérique en intégrant les questions de spatialisation. Donc, le second axe concerne l'intégration des travaux dans les problématiques plus larges. Alors, le prolongement des questions précédentes peut être posé un peu différemment, ou plutôt avec des finalités un peu différentes. À l'échelle de la parcelle, l'objectif est de continuer de mieux comprendre certains processus et désormais d'intégrer l'hétérogénéité des parcelles, parce que c'est bien de travailler sur des forêts homogènes ou des grandes cultures, mais il n'y a pas que ça. Et d'élargir l'échelle de travail, notamment en intégrant l'hétérogénéité de la mosaïque paysagère et de tendre la main vers tout ce qui se passe dans les milieux urbains. Les milieux périurbains m'intéressent particulièrement. Concernant l'axe 1, qui est de continuer de travailler à l'échelle de la parcelle, une première voie, donc c'est quand je parle des milieux, des surfaces exotiques, supposément homogènes, en tout cas dans les espaces ruraux, des premiers travaux sont engagés sur les vignes, sur l'échange d'énergie et de polluants pour des vignes. Alors cette fois-ci, ça n'est plus en utilisant Surfat, mais c'est en utilisant mes compétences dans l'utilisation des schémas résistifs. J'ai déjà défloré la question concernant les milieux exotiques. Ce n'est pas que les vignes, il peut y avoir des milieux comme les rizières, où la présence d'eau est présente, ou les mangroves, ou encore les marais salants. Donc c'est un autre niveau de complexité. Alors c'est en même temps plus simple et plus facile. C'est plus facile parce que, au lieu d'être un sol, les interactions des composés gazeux avec l'eau, en général, c'est plus facile à expliquer. Mais c'est plus compliqué parce que, concernant le riz ou les mangroves ou les marais salants, il y a le problème de l'eau qui est présente ou pas présente avec une forme d'alternance. Donc, travailler dans ces domaines-là, c'est ajouter de la simplicité ou de la complexité. Concernant les travaux à l'échelle de la parcelle, je pense qu'à relativement court terme, j'envisage de travailler sur l'émission des composés organiques volatiles. Alors, les composés organiques volatiles sont connus pour être température dépendants. Donc, le modèle Surfatm permettant d'accéder aux températures des surfaces est un bon outil pour de paramétrisation des émissions de composés organiques volatiles. Alors, vous allez me dire pourquoi travailler sur les composés organiques volatiles. Alors, il y a deux intérêts. Alors, le modèle Surfat devrait permettre de le faire relativement aisément, du moment qu'on s'adapte aux composés organiques volatiles étudiés. Le premier volet concerne les questions qui sont posées par la chimie atmosphérique, où les composés organiques volatiles sont particulièrement importants du fait de leur activité. Mais un deuxième volet qui est un peu moins connu, qui est relatif aux interactions entre plantes elles-mêmes ou entre plantes et ravageurs. Donc, la partie orange, c'est plutôt une main tendue vers la chimie de l'atmosphère, tandis que l'encadré vert, c'est plutôt une main tendue vers les physiologistes ou vers les gens qui s'intéressent à l'agroécologie pour savoir qu'est-ce qui favorise tel ou tel ravageur ou tel prédateur des ravageurs. On aborde désormais l'axe 2 des perspectives que j'ai proposées, avec l'idée de coupler les modèles d'interface biosphère-atmosphère dans des modèles de chimie atmosphérique, et en particulier de tendre la main vers les questions que la ville pose, son extension, son évolution. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Surfatm ne s'intéresse qu'aux milieux, qu'aux espaces naturels.
Sauf que Surfatm m'explique les échanges entre des couverts végétaux et l'atmosphère. Donc, un travail a été engagé depuis quelques années avec une thèse qui est en train de se terminer et un couplage a été réalisé entre TEB, un modèle de bilan d'énergie de la ville, et le modèle Surfatm. Donc, désormais, on a un nouvel outil pour étudier les interactions biosphère-atmosphère en intégrant les échanges de la végétation avec l'atmosphère au sein d'un quartier. Donc, avec le modèle TEB-Surfatm, on peut répondre à des questions d'effet de la végétalisation à l'échelle des quartiers. Mais on ne répond pas à l'ensemble des autres questions d'une des diapos. Alors, je reviendrai, retenez qu'on ne s'est intéressé avec TEB-Surfatm. Retenez ce que je viens de dire, la phrase d'avant. Avec TEB-Surfatm, de nouvelles questions apparaissent. Finalement relativement récentes, du fait d'une thèse qui est en train de démarrer, qui va utiliser TEB-Surfatm pour les questions que j'ai abordées précédemment. Des nouvelles questions très concrètes sont en train de se poser, du type l'intégration des échanges avec les murs végétalisés. Une revue de la littérature a montré que finalement, il y a assez peu d'études qui intégraient les échanges des murs végétalisés en termes de bénéfices microclimatiques ou en termes d'effets sur la pollution atmosphérique au sein des quartiers. Deuxième question, relativement concrète, qui pourrait être permise par le modèle TEB-Surfatm, c'est d'intégrer une approche multipolluant, voire d'intégrer les aérosols, c'est-à-dire de rester à l'échelle du quartier, mais en faisant, à l'aide de TEB-Surfatm, d'ajouter autant de polluants qu'on veut, voire d'introduire les aérosols, sous condition que la chimie ne perturbe pas trop ce qui se passe à l'intérieur du quartier. Et le troisième élément qui pourrait avoir des répercussions relativement concrètes avec l'outil nouvellement développé, c'est d'introduire un indicateur et donc peut-être de travailler avec des gens qui s'intéressent vraiment à la santé publique, de produire un indicateur qui combine la qualité de l'air et le confort thermique au sein des quartiers, alors, permis par la végétalisation. Donc ça, c'est les deux outils que je viens de vous dire, Surfatm et TEB-Surfatm. Mais on ne répond pas aux questions effet du verdissement à l'échelle de la ville, effet de ce bloc-là sur la qualité de l'air en milieu rural et transfert de ces effets-là, ni aux questions d'étalement urbain. Donc aujourd'hui, c'est des choses que j'aimerais aborder qui sont en train d'être défrichées par le biais d'un travail de thèse. Les discussions sont en cours, mais l'objectif à moyen voire long terme est de travailler beaucoup plus sur ces questions d'élargissement d'échelle, vu que les outils présentés devraient donner les moyens de travailler sur ces questions-là. Alors, il est bientôt l'heure de terminer, donc j'en suis au point d'interrogation de mon plan, qui n'apparaît plus, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais juste donner les éléments conclusifs. Donc, ça, j'ai terminé la dernière diapo sur laquelle je pourrais m'arrêter, mais je vais quand même en 2-3 diapos dire ce que j'ai fait dans l'ensemble, puisque j'ai essentiellement focalisé mon discours sur la partie modélisation. Et je continue de le faire. Plusieurs couplages ont déjà été engagés avec le modèle Surfatm, des couplages avec un modèle de volatilisation qui s'intéresse à l'apport d'azote au sol pour fertiliser les milieux agricoles ou au devenir des pesticides dans les sols. Le couplage TEB, je viens d'en parler, mais il y a eu d'autres couplages avec un modèle de dispersion à courte distance, un modèle FIDES, par un autre collègue présent ici. Et actuellement, on est en train de travailler avec des collègues de Montpellier sur un modèle intégré
à l'échelle du paysage pour savoir quel était le devenir des pesticides, pas que dans l'air, également dans les sols, dans les fossés et sur les plantes. Le dernier carré est le carré sur lequel j'ai invité des membres du jury avec lesquels j'ai un intérêt à discuter sur cet aspect-là, pour tendre la main vers certains d'entre vous qui travaillaient ces questions de mésoéchelle. Alors, je crois qu'il est... J'ai 2 diapos que je vais... Le bilan des thèmes abordés. Donc, j'ai majoritairement travaillé avec des approches résistives, aussi bien en termes de modélisation qu'en termes de mesure. La majorité des développements de mon activité de recherche dans le domaine de la mesure ont aussi utilisé les approches résistives. J'ai coordonné un projet de recherche avec, au départ, vraiment l'idée de produire des solutions de mesure les plus simples possibles. Donc, dans les personnes qui ont lu le rapport ou qui le liront par la suite, le projet nuage avait dans l'idée de produire des moyens de mesure d'ammoniac, soit plus performants, mais surtout plus simples, avec l'idée de donner les moyens à des instituts techniques ou à Airparif de faire des mesures de flux et de ne pas se restreindre qu'à des concentrations. Et sur cette diapo, vous voyez également les thèses pour lesquelles j'ai eu un co-encadrement avec des collègues. Donc, Patrick Stella est également ici dans la salle. Florence Tardy, qui était une étudiante en stage de M2. Christina Hansen et Nebila Lichieb, qui vient spécialement des États-Unis, pas que pour ça, mais en partie pour ça. Pour terminer, sur la partie un peu plus engagée, mais beaucoup plus perspective. Alors là, les 2 points sont mal positionnés. Alors ça, c'est ma faute, c'est pas le... Voilà. Dans le domaine des éco- ou agrosystèmes, j'aimerais bien, et c'est en cours, travailler sur des surfaces plus exotiques. C'est en cours, hein, dans le domaine des rizières, des vignes, voire des zones humides. Évidemment, je vous ai parlé de l'élargissement de mes questions pour des échelles d'espace plus larges que l'unité homogène, et notamment en intégrant la ville comme étant un élément central. Les thèses en co-encadrement, ici, qui sont en cours, sont le fait de Sonia, qui termine sa thèse dans pas longtemps, et Maria, qui débute sa thèse depuis pas longtemps. Et dans cette dernière diapo, j'ai une main tendue vers des gens qui travailleront plus vers les fonctionnements des agrosystèmes ou vers des gens qui travaillent sur la circulation atmosphérique et d'autres beaucoup plus vers la ville. Et la raison de la présence des membres du jury, c'est que presque chacun d'eux a des questions à me donner, a des questions à me poser dans ces différents domaines. Voilà mon fameux point d'interrogation qui aura dû apparaître pour positionner ma présentation. Vous aurez remarqué que dans mon point d'interrogation, au départ, il y avait une phrase de Diderot qui disait qu'il y avait besoin d'expérimenter, de comprendre et d'observer. Et dans la dernière phrase de ce point d'interrogation, il y a une phrase de Claude Bernard, qui est la rue qui positionne le site AgroParisTech, qui est très à propos de ce que j'ai essayé de faire durant mes activités de recherche. Merci de votre attention